Bonsoir. L'actualité est faite depuis plusieurs années, singulièrement depuis 2 ans de bouleversements politiques dans le monde. Nous parlerons de l'Union soviétique dans un instant, mais elle est faite aussi d'aventures menées par des hommes seuls, loin des projecteurs et des satellites. Il y a un homme qui rame en ce moment même, au sens propre et au sens littéral du terme, en plein Pacifique. Il s'agit de Gérard Daboville, qui a décidé dans un pari fou de traverser l'océan. Eh bien, il souffre et parvient difficilement à avancer. Il a chaviré récemment à 4 reprises et a frôlé la mort. Serge Dian. Cet homme fait preuve d'un grand courage. Ralenti pendant 15 jours par des vents contraires, il affronte depuis une semaine une mer très agitée. Il vient de raconter à un radio-amateur comment il a échappé de justesse à la noyade. Je me suis retrouvé coincé sous le bateau avec la tête qui dépassait à peine à l'extérieur. Et je respirais un coup de l'eau et un coup de l'air. Et là, sincèrement, j'ai cru que c'était la fin. J'ai cru que c'était la fin. Je me suis débattu comme un diable. J'ai fini par réussir à m'arracher du harnais, à le défaire et à m'en extirper. Et là, enfin, à respirer, mais le tout par une mer assez démontée. Et puis, j'ai rampé sur la coque. J'ai réussi à monter dessus avec le safran du gouvernail qui dépasse. Passer un cordage autour, redresser le bateau. Et là, ensuite, mes dernières ressources, je dirais, c'était pour remonter à bord avec bien du mal. Et là, je me suis affalé dans le cockpit, j'ai vomi tout ce que j'ai pu. Je crois que j'étais passé vraiment à 2 doigts de la noyade. Et il continue tout de même. Une autre aventure politique mais rocambolesque s'est déroulée à l'aube entre le Liban et la France. Le général Aoun, réfugié depuis 10 mois à l'ambassade de France, a réussi à quitter son pays pour le nôtre et dans des conditions qui relèvent du polar. Joël Hazard. Des mesures de sécurité draconiennes pour le départ de Michel Aoun de l'ambassade de France de Beyrouth. C'est un véritable coup commando qui a permis de l'exfiltrer du Liban. 3 convois ont quitté à l'aube la chancellerie, 2 pour brouiller les pistes. Le 3e amènera Michel Aoun sur la côte au nord de Beyrouth dans le plus grand secret. Le général et 2 de ses compagnons ont gagné au large l'aviso français Anctil à bord de Zodiac contrôlé par des hommes grenouilles. Destination Larnaca. Michel Aoun s'est ensuite envolé pour la France à bord d'un avion du GLAM. Opération exceptionnelle pour un homme hors du commun, car le général Aoun n'a manqué ni de courage ni de charisme en dépit de ses erreurs. Son image de rassembleur lui a valu un large soutien des Libanais, chrétiens ou musulmans, lorsqu'il a lancé en mars 89 sa guerre de libération contre l'occupation syrienne du Liban. Assiégé par les troupes syriennes, il tiendra 2 années durant dans son bunker de Babda au nom d'un Liban libre, souverain et démocratique. Il se réfère à De Gaulle pour justifier son combat contre les accords de Taïef. Mais contrairement à ce dernier, il a manqué de clairvoyance. Pris au piège de sa logique jusqu'au boutiste, il ignore le bouleversement des rapports de force au Moyen-Orient. La Syrie, réhabilitée par la guerre du Golfe, aura finalement raison de sa résistance enragée. Malheur aux vaincus, le général Aoun s'est rendu la mort dans l'âme, mais son image de patriote reste intacte. Le général Aoun aurait atterri tout à l'heure à Istres et serait attendu ce soir à Marseille. Il faudra désormais inscrire, ou plutôt réinscrire, le nom d'un nouveau pays sur la carte du monde, la Lituanie, capitale Vilnius. Elle a vécu son baptême diplomatique avec la visite, c'est une première, de Roland Dumas, le ministre français des Affaires étrangères. Nos envoyés spéciaux, Pascal Verdeau et Philippe Dinet, ont suivi cette visite à travers le regard d'un confrère lituanien. 10 heures ce matin, conférence de rédaction dans les locaux du quotidien Respublika, un journal lituanien indépendant. Au menu, le débat sur la confiscation des biens du PC et l'arrivée de Roland Dumas. La une sera consacrée à cet événement historique, première visite officielle d'un ministre des Affaires étrangères occidentales depuis l'annexion des pays baltes. Bousculade à l'aéroport, le protocole du jeune État lituanien est encore hésitant. La Lituanie doit prendre en main son destin. Mais après toutes ces années d'oppression imposées par l'Empire, nous avons besoin d'une aide technique, économique et financière. Départ sur les chapeaux de roue pour rendre hommage à celui qui incarne le courage du peuple lituanien dans sa longue marche vers la souveraineté, dira Roland Dumas. Désormais, le fait et le droit coïncident. La France se fera l'avocat de la Lituanie auprès des Nations Unies. Ma présence ici a donc pour objet de manifester de façon solennelle
la reprise de nos relations diplomatiques entre la République de Lituanie et la République française. J'ai déjà couvert de nombreuses rencontres internationales. Mais ce qui m'a frappé en regardant les visages dans la salle, et notamment le président Landsbergis, c'est l'émotion qui régnait aujourd'hui. Moi-même, j'ai ressenti cela comme une grande journée. Les Lituaniens ne veulent pas être les mendiants de l'Occident. Après 2 siècles de colonisation russe, ils aspirent à la diversité. Diversité culturelle, économique et politique. Dans tous ces domaines, la France, qui vient d'annoncer l'ouverture d'une ambassade à Vilnius, possède une carte importante à jouer ici. Le courage politique du président lituanien est ainsi récompensé aujourd'hui, mais Vytautas Landsbergis ne veut pas se contenter de gestes de sympathie. Il désire traiter d'égal à égal avec les autres pays. Il l'a dit à notre envoyé spécial. Bien sûr, nous avons besoin d'une aide sur le plan technique, sur le plan de l'éducation aussi. Mais nous ne voulons pas nous présenter comme des quémandeurs. Ce que nous voulons, c'est coopérer avec les pays européens. Le premier geste d'un gouvernement indépendant est d'assurer le contrôle de ses frontières. Où en êtes-vous en matière de transfert de souveraineté dans le cadre de vos frontières? Cette question relative à la souveraineté sur nos frontières est en voie d'être résolue. Aujourd'hui, des ressortissants étrangers peuvent entrer dans notre pays avec un visa lituanien. D'autres républiques se détachent du pouvoir central. Le Kazakhstan vient de prendre une initiative spectaculaire. Son président a décidé de fermer immédiatement un centre d'essai nucléaire. Mais pour éviter le désordre, certaines républiques préfèrent coordonner leur politique. En matière de défense et d'économie, la Russie et l'Ukraine, les 2 plus importantes, donnent l'exemple. Claire Sébastien. Ouverture de la session du Parlement soviétique ce matin. Anatoly Sobchak, le maire de Leningrad représentant la République de Russie, annonce la signature d'un accord en 8 points avec l'Ukraine. Quelques minutes plus tard, Vladimir Cherbinsky, le représentant ukrainien, précise les termes de cette alliance qui crée de fait une nouvelle structure de pouvoir. Mikhail Gorbatchev est absent de cette nouvelle donne. Traité inter-États, alliance économique et militaire, c'est en réalité la prédominance de 2 républiques les plus importantes qui est scellée cette nuit à Kiev. Objectif annoncé, entreprendre des actions communes pour éviter la désintégration non contrôlée de l'Union soviétique. C'est en fait la fin de la vieille Union commandée depuis le Kremlin, la naissance d'une nouvelle centrée cette fois sur l'axe Moscou-Kiev. Au cœur du dispositif, les problèmes militaires stratégiques et la nécessité de créer rapidement un système de sécurité collectif. Hier, Boris Eltsine a pris les devants en proposant de rapatrier en Russie toutes les armes nucléaires stationnées en Ukraine. L'opinion publique ukrainienne semble bien partagée. Dans les rues de Kiev, beaucoup craignaient que la domination russe ne remplace purement et simplement la domination soviétique. Et au moment même où les républiques s'organisent, le Parti communiste, lui, se décompose de plus en plus. Le Parlement a décidé de suspendre les activités du parti sur tout le territoire de l'Union soviétique. Il sanctionne ainsi les dirigeants du mouvement soupçonnés d'avoir participé au coup d'État du 19 août. Un autre problème se pose, plus anecdotique mais perturbant pour certaines personnes, en l'occurrence les espions occidentaux qui étaient passés avec armes et secrets à l'Est et qui craignent, le KGB n'étant plus qu'il était, d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Sabine Grandjean. Donald Maclean, Grande-Bretagne, passé à l'Est en 1951. Kim Philby, Grande-Bretagne, rejoint Moscou en janvier 63. Herta et Herbert Wilner, RFA, passent de l'autre côté du mur en septembre 85. Edward Lee Howard, États-Unis, s'enfuit en URSS en août 86. Tous travaillaient pour des gouvernements ou des services secrets occidentaux. Tous ont préféré passer au service de Moscou, le plus souvent par conviction politique. Comme eux, George Blake, espion à la solde de Londres, faisait aussi partie du KGB. En 1961, la justice britannique le condamne à 42 ans de prison pour haute trahison. 5 ans plus tard, il s'évade. Aujourd'hui, il coule une retraite paisible en URSS. La réorganisation du KGB pourrait bien troubler son calme. Démocratisation oblige, certains hauts responsables de la police secrète soviétique annoncent, rapidement démentis par d'autres, l'extradition prochaine des agents doubles comme Blake. Ça ne porte pas à conséquence puisque Blake est un vieil espion, il a déjà livré ses mémoires, il a donné des interviews à plusieurs télévisions, donc on sait ce qu'il pense et ce qu'il est. Donc c'est un message, si vous voulez, qui ne coûte pas cher
au KGB. Ce ne sont pas comme si on ouvrait certaines archives hyper secrètes, par exemple, en disant voilà, on est prêt à ouvrir ces archives-là pour vous montrer notre bonne foi. Là, c'est un petit geste qui ne coûte pas cher. Les espions concernés par une telle décision se comptent sur les doigts d'une main. Les plus célèbres d'entre eux, comme Maclean ou Philby, sont morts il y a quelques années, emportant avec eux les derniers symboles de la guerre froide. Et pendant ce temps, la situation continue de se détériorer en Yougoslavie. Les combats se poursuivent en Croatie où la télévision diffuse ce qu'elle appelle un programme de guerre. La France tente toujours de réconcilier les frères ennemis. François Mitterrand a reçu aujourd'hui le président serbe qui semble plus réticent que le président croate à l'idée d'une médiation européenne. Jean-Paul Giroir. Le président serbe à l'Elysée 24 heures après le président croate. La diplomatie française voulait sans doute faire vite pour obtenir l'accord des deux parties sur le plan de paix européen proposé par la France. Seulement, si dès hier le président Franjo Tudjman a donné son accord de principe, Slobodan Milosevic a simplement indiqué qu'il étudie cette proposition. Pas d'accord ferme donc, mais à en croire Slobodan Milosevic, une large convergence de vues entre Français et Serbes sur les méthodes, les procédures pour résoudre la crise. Tout d'abord, cette procédure doit être pacifique et démocratique. Deuxièmement, l'attitude de tous doit être que la Yougoslavie existe encore. Il ne s'agit pas ici de régler les relations entre des républiques déjà séparées. Il s'agit de la Yougoslavie que la grande majorité de sa population souhaite voir survivre. Les premiers concernés sont les populations des minorités serbes de Croatie. Slobodan Milosevic soutient leur intransigeance. Pas question pour eux d'être entraînés dans l'indépendance croate. Si les Croates ont le droit à l'autodétermination et que nous acceptons tout à fait ce droit, alors pourquoi les Serbes ne disposeraient-ils pas eux-mêmes des mêmes droits? À son retour de Paris, le président croate a affirmé que jamais la Croatie indépendante n'avait été plus près d'une reconnaissance internationale. L'alliance évidente de l'armée fédérale et des forces serbes qui combattent ensemble les Croates a fini par agacer la plupart des pays européens. Slobodan Milosevic a jusqu'au 1er septembre pour accepter le plan de paix européen et montrer qu'il n'est pas le mouton noir désormais montré du doigt. En France, les conséquences politiques de la situation à l'Est se font toujours sentir. D'abord dans l'opinion, dans un sondage réalisé par la Sofres pour le Figaro, 47% des Français interrogés ont trouvé le président trop mou, trop prudent lors du coup d'État de Moscou, mais 54% d'entre eux estiment que la politique étrangère de la France depuis la chute du mur de Berlin est satisfaisante. Quant au Parti communiste français, les remous s'amplifient. Charles Fitterman, jusqu'à présent discret, monte en première ligne et appelle les militants à la résistance contre Georges Marchais, à sa façon bien sûr. Jean-Baptiste Prédaly. Longtemps, cela s'est appelé se placer délibérément en dehors du parti. Charles Fitterman, membre du bureau politique du PCF, ex-numéro 2, exprimait seul ce matin sa position à moins d'une semaine d'un comité central exceptionnel. Dans la salle, un autre ancien ministre communiste, Jack Ralit. Pour eux, le choix semble fait contre Georges Marchais et l'appareil, et le ton est grave. Pour la première fois, Charles Fitterman s'adresse aux militants via les médias, par-dessus la direction. Je dis en conscience à toutes et à tous, rencontrez-vous, discutez, décidez, prenez la parole, prenez la plume, rendez public, faites savoir. L'avenir dépend de chacun, la responsabilité est celle de chacun pour la part qui lui revient. J'essaye d'assumer la mienne en toute conscience et dignité. Ému, Charles Fitterman se situe déjà à l'heure de la refondation. Minoritaire au comité central, il lui faut trouver d'autres appuis ailleurs. Mais l'onde de choc des événements de Moscou n'en finit pas de secouer la place du colonel Fabien. Signe des temps, Philippe Herzog, membre aussi du bureau politique, fait part publiquement de ses doutes. Je crois que nous ne sommes pas encore assez attentifs à nous dépasser, à surmonter nos blocages, et qu'il y va effectivement de l'avenir de notre parti, car la partie n'est pas facile. La chute de l'Union soviétique et du Parti communiste là-bas nous porte un coup très grave. Reste une inconnue, l'attitude lors du comité central d'une direction de plus en plus crispée sur ses positions. Un ancien communiste notoire n'aura pas attendu le coup d'État de Moscou pour quitter son parti. Pierre Juquin a délaissé le rouge depuis longtemps pour une couleur indéterminée, mais il semble aujourd'hui faire un choix plus précis, c'est le vert qu'il apprécie. Reportage de Véronique Gorel et Philippe Jasselin. Depuis ce matin, l'université d'été des Verts accueille un nouveau participant et pas n'importe lequel, Pierre Juquin.
Depuis la guerre du Golfe, l'ancien porte-parole du Parti communiste, exclu en 87, flirtait avec le mouvement écologiste. Cette fois, il a sauté le pas en rédigeant sa demande d'adhésion chez les Verts. C'est un mouvement porteur d'avenir et je crois que tout ce qui consiste, aussi honnêtement pensé que ce soit, aussi généreux que ce soit, à rafistoler même profondément le communisme historique, le Parti communiste, n'a aucun avenir. Sa possible arrivée ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement. Le passé de Pierre Juquin suscite de vives critiques et l'opposition de certains militants. Juquin, à plusieurs époques, a soutenu des positions très staliniennes, a purgé un certain nombre de personnes du Parti communiste. Le voir arriver chez les Verts est quelque chose d'inquiétant. Je pense que les Verts n'ont pas à être la voiture balai de la politique. Quand on est descendu en enfer, on ne remonte pas au paradis d'un coup d'un seul. Le temps de purgatoire, passé, il viendra au paradis des Verts. Et leur chef de file, Antoine Wechter, observe une prudente réserve. Je ne formule pas de souhait ni pour ni contre. Je note avec satisfaction une demande d'adhésion de cette nature. Est-ce qu'elle est opportune? Je le répète, je m'en remets au Conseil national pour en décider. Le Conseil national des Verts se réunit ce week-end à Saumur. La demande d'adhésion de Pierre Juquin y sera examinée avec attention. À n'en pas douter, les débats seront animés. Et l'on reparle de restructuration dans le secteur automobile. Citroën pourrait supprimer 1800 emplois dans son usine de Rennes. Une mesure due à la mévente de la XM. Agnès Molinier. Mauvaise surprise pour les salariés de Citroën à Rennes quand ils rentreront de vacances. 1800 d'entre eux risquent de se retrouver au chômage sur les 14 200 qui y travaillent. Ce seraient les mauvaises ventes de la XM qui motiveraient cette décision. Au premier semestre 91, Citroën en aurait vendu 50% de moins qu'à la même époque l'an dernier. Mais déjà certains syndicats accusent, la CFDT minoritaire affirme qu'en 89 à sa sortie, la XM n'était pas tout à fait prête. Citroën a choisi de la lancer à ce moment-là, même pas prête, et a pris le risque. Un risque grave qui handicape aussi Citroën. Mais la situation de Citroën aujourd'hui n'est pas due qu'à ça. Nous, on a une autre question. On se pose notamment la question de la stratégie du groupe PSA qui est peut-être en train de choisir entre une marque et à choisir peut-être Peugeot contre Citroën. Les 1800 suppressions d'emplois devraient se faire dans le cadre d'un plan de pré-retraite. Ce plan social devrait être présenté en comité central d'entreprise le 9 septembre. Information pratique, prenez un stylo et notez les indications de Bernard Ségara. Il vous présente les prix de la vignette 92. La vignette 92 augmentera en moyenne moins que l'indice des prix, moins de 2%. Depuis 7 ans, les prix de la vignette sont à la carte. Ce sont les départements en effet qui fixent les barèmes. Vous ne paierez donc pas tous les mêmes tarifs. Ainsi, 39 départements comme Paris et les départements limitrophes ont maintenu des prix inchangés. La Marne reste le département le moins cher, avec 140 francs pour les véhicules de moins de 5 ans de 1 à 4 chevaux et 264 francs de 5 à 7 chevaux. Et les Alpes-Maritimes le plus cher, avec une augmentation de 5,4%. La Corse a un régime particulier. Les insulaires ne débourseront que 132 francs pour les petites voitures et 250 francs pour les 5 à 7 chevaux. Sachez enfin que la vignette a rapporté à l'État l'an passé plus de 12 milliards de francs et qu'elle sera vendue en novembre dans les débits de tabac. Drame de la folie dans une cité du 20e arrondissement à Paris. Un homme a tué 3 de ses voisins avant d'être lui-même abattu par la police. Il était sorti de l'hôpital psychiatrique 15 jours auparavant. Hervé Dino. 20h hier soir, des coups de feu retentissent dans cette cité du 140 rue de Ménilmontant dans le 20e arrondissement. La police calerie immédiatement, le quartier étant d'entrer en contact avec l'auteur des coups de feu, Patrick Destival, un homme de 35 ans, en visite chez sa mère. Il habite au 2e, il est monté au 3e. Moi personnellement, on l'a vu monter avec le fusil puis la hache. Je sais qu'il sortait de psychiatrie, de Maison Blanche exactement. Très rapidement, les policiers constatent que quelques minutes à peine après son intrusion chez ses voisins, Patrick Destival a tué 3 personnes à coups de fusil. 2 hommes et la mère d'un bébé de 2 mois qu'il garde en otage avec 3 autres adultes. Toute la nuit, Destival, qui a fait plusieurs séjours à Maison Blanche, un hôpital psychiatrique de la région parisienne, va multiplier les exigences les plus fantasques. Il réclame d'abord l'indépendance de la Guadeloupe, puis, dans un éclair de lucidité, se contente de demander un gilet pare-balles et une voiture. À 8h10 ce matin, les hommes de la brigade rapide d'intervention donnent l'assaut
alors même que Patrick d'Estivale s'apprêtait à prendre la fuite en se protégeant avec le bébé. Grièvement blessé, il meurt quelques instants plus tard. Dans les rangs des policiers, un inspecteur est légèrement touché au visage. Il semble que ce soit la mort de son frère vendredi dernier qui est déclenchée chez Patrick d'Estivale cette crise de démence qui s'est soldée par 3 morts.